Espace TV, le 22h. Au sommaire de ce journal, alors que la nomination des membres du gouvernement Biavougui tombe au compte-gouttes, les ministres promis continuent d'être installés par le ministre secrétaire général du gouvernement. 4 personnes qui ont été nommées mardi ont été effectivement installées ce mercredi. Les détails, c'est dans ce journal. L'USTG d'Abdoulaye Camara a reçu la grosse de la Cour d'appel de Conakry, reconnaissant celui-ci comme secrétaire général légitime de la dite centrale. Pour l'avocat du camp adverse d'Abdoulaye Sow, cette décision de la Cour d'appel n'est pas exécutoire. Et puis le conflit domanial à Kendomaya d'Ankoya se dirige-t-on vers un dénouement heureux de cet antagonisme entre les moines et les autochtones. L'Église catholique de Guinée a demandé à toutes les parties de jeûner et de prier afin que le conflit soit définitivement résolu. Ce sont les titres. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. De fonction, la nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique et celle de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables ont été installées ce mercredi à Conakry. Les cérémonies ont été présidées par le ministre secrétaire général du gouvernement et celui de la présidence, Bernard Kondono et Aliouba pour les comptes rendus. Première femme à occuper le poste de ministre de l'Enseignement supérieur en Guinée. Après sa nomination mardi soir, Dr Djaka Sidibé, jusque-là directrice générale de l'Institut supérieur des mines de Bouquet, a été installée ce mercredi. La cérémonie a été présidée par les ministres secrétaires généraux à la présidence et du gouvernement. Madame la ministre, dans le contexte actuel, votre département a beaucoup de défis à relever, dont, entre autres, améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, promouvoir l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. La nouvelle promue s'engage à accomplir la mission qui lui est confiée avec l'accompagnement des cadres du département. Je m'efforcerai, sous la direction et le leadership du Premier ministre, chef du gouvernement, de l'accomplir avec humilité, détermination et abnégation. Cette mission sera accomplie avec la collaboration de toutes les composantes et tous les acteurs de notre département. Après cette passation, la délégation s'est rendue au département de l'action sociale pour installer Aïcha Nanette Conté dans ses fonctions de ministre de la protection féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. Le ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, sous mon impulsion, n'épargnera aucun effort pour assurer l'autonomisation de la femme guinéenne, des personnes handicapées. Les ministères de l'Information et des Infrastructures et Transports ont été les étapes suivantes de cette série de prises de fonction. Dans le même cadre, au ministère de l'Information et de la Communication, mais aussi au département des Infrastructures et des Transports, les ministres Rose Poula Prismo et Yaya Sow ont été effectivement installés dans leurs nouvelles fonctions en présence des membres du CNRD, Mamadou Sadio Baldé et Aliouba. Les infrastructures et les transports, socle de tout développement. Le nouveau patron de ce département se dit conscient de la portée du ministère dans la vie des citoyens. Orienté vers les résultats, il invite les cadres à servir les Guinéens de la loyauté. Je mesure toute l'importance de la fonction et des tâches qui y sont attachées. Les infrastructures sont le socle du développement, car ce sont elles qui permettent d'irriguer l'économie, de faciliter la circulation des personnes et des biens et de favoriser l'accès au marché, et notamment au marché interne et ensuite aux marchés internationaux. D'où l'importance des secteurs qui m'ont été confiés. Je mettrai toujours devant la gestion axée sur les résultats. Nous devons faire des résultats. Avoir l'occasion de servir son pays est une chance que le duo Mamadi Doumbouya et Mohamed Biavougui ont offert à Yaya Sow. Il leur exprime sa gratitude. J'apprécie à sa juste valeur la bienveillance à mon égard de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, qui m'a nommé à ce poste très important de ministre des Infrastructures et des Transports.
Je lui exprime à cet égard toute ma gratitude. Le département de l'information et de la communication est un autre ministère stratégique dans la conduite d'une équipe gouvernementale. Le ministère de l'information et de la communication aura à jouer un rôle majeur et à tout point de vue, de par son positionnement, son organisation, mais aussi et surtout sa vocation. Une série de concertations sera organisée pour harmoniser les énergies dans l'atteinte des résultats, promet la patronne du ministère de l'Information et de la Communication. Dans les plus brefs délais, j'organiserai des rencontres avec le personnel afin que l'on puisse échanger plus en détail sur les enjeux des mois à venir. Dans l'actualité également, l'émissaire du CNRD poursuit ses prises de contact avec les citoyens. Mohamed Léon Bangoura a été reçu à Bessia, en haute banlieue de Conakry, par les sages et ressortissants de Manding. En toile de fond, les échanges sur la paix et la prise de bonnes décisions qui servent de contribution pour le bon fonctionnement de la transition, gage de l'organisation des échéances électorales à venir. Djibril Ba commente les images de nos confrères d'Évasion. Mohamed Léon Bangoura prend son bâton des pèlerins, multiplie les prises de contact avec les Guinéens. L'émissaire du CNRD est porteur de messages. Quand tu parles de Mandé, on parle de Soso, on parle de Fouta, on parle de tout. C'est ça le Mandé. Ce n'est pas seulement celui qui parle la langue maléké, c'est tous les Guinéens qu'on appelle le Mandé. En Afrique, la parole des sages a une portée incommensurable. Le doyen des sages du Manding, dans ce cadre, ne va pas du dos de la cuillère pour dire aux nouvelles autorités ce que la population attend d'elle. Car depuis le 5 septembre dernier, l'espoir renaît chez le Guinéen. Le Manding ne demande pas autre chose si ce n'est que l'entente. À vous les griots, nous allons remettre cette canne à l'émissaire du CNRD. Qu'il sache qu'avec cette canne, il doit désormais se départir de certains propos. Quand il cherchera la chefferie, il en aura. Le Manding ne donne pas cette canne à quelqu'un s'il n'a pas confiance. Dans les prises de contact, l'on constate un autre rassuré. Notre préoccupation, c'est la réussite du président de la transition. Il trouve de bons collaborateurs. Que Dieu le guide dans ses fonctions. La Guinée est à l'image des 4 roues. Sans l'une, les autres ne peuvent pas rouler. La cohésion sociale est donc fondamentale pour son développement socio-économique. Lors du sommet Afrique-France, le président du modèle, Aliou Ba, avait demandé au président Macron de ne pas prendre comme collaborateur des présidents illégitimes. Une phrase osée et qui s'adresse à toutes les puissances, car en Guinée, on se souvient des propos de l'ancien diplomate russe. Mamadou Sadio Ba. Sous l'emprise de l'ancien régime, beaucoup avaient soutenu le 3e mandat, mais peu avaient vraiment créé la surprise. Parmi eux, Alexandre Bregadze, à l'époque ambassadeur de la Russie en Guinée. Mais les constitutions ne sont pas ni dogme, ni Bible, ni Coran. Les constitutions s'adaptent à la réalité, mais pas les réalités qui s'adaptent aux constitutions. Ce n'est pas une première. En 2016, 2 autres citoyens russes proches de Vladimir Poutine sont accusés d'avoir soutenu au Monténégro un parti politique pour défendre les intérêts de Moscou. Le Trésor américain a également désigné Victor Boyarkin pour ses liens avec Deripaska. Boyarkin est un ancien agent du renseignement qui relève directement de Deripaska et qui a aidé à fournir un soutien financier russe à un parti politique monténégrin avant les élections au Monténégro en 2016. Au Monténégro, mais aussi aux États-Unis, où Oleg Deripaska, patron de Rusal Sebeka, et Victor Boyarkin sont accusés d'avoir interféré dans les élections américaines de 2016. Victor Boyarkin avait des liens avec la campagne de 2016 du président Donald Trump. Cependant, une enquête de plusieurs mois menée par Time a révélé que Boyarkin était un lien clé entre un haut responsable de la campagne Trump et un puissant allié du président russe Vladimir Poutine. La Russie ne le cache pas, avec la Chine, c'est l'une des puissances qui ne pose aucune exigence en matière de démocratie.
Un décryptage signé Mamadou Saliouba. Où se trouve Alpha Condé? Pourquoi est-il toujours détenu? Les questions méritent d'être posées, surtout que l'ancien président guinéen n'est point apparu en public depuis le 5 septembre dernier. Certaines organisations de défense demandent sa libération ou son inculpation si on lui reproche de quelque chose. Cependant, d'autres invitent simplement le CNRD à assurer sa sécurité et sa santé, de le libérer quand tout sera mis en place dans notre pays. Alceni Bari, Alceni Camara pour plus de détails. C'est sans doute l'une de ses dernières apparitions en public. L'ancien président est toujours dans les mains des forces spéciales. Près de 2 mois après son éviction à la tête du pays, Conakry efface ses traces. Le palais du peuple, où jadis son portrait apparaissait jalousement, est remplacé par celui du colonel Doumbouya. Ses affiches sont pour le moment rares. Et voilà ce qui reste de ses promesses. Sa détention prolongée inquiète les activistes des droits de l'homme. On ne peut pas continuer à garder M. Alpha Condé sans qu'on mette en place une procédure pour le juger. Donc aujourd'hui, il faut absolument qu'une enquête soit ouverte contre M. Alpha Condé, tous ses co-auteurs et complices dans la commission de toutes ces violations des droits de l'homme, dans toutes ces tueries que la Guinée a connues pendant ces 10 dernières années. Ces organisations parlent de détention arbitraire car il n'est pas dans un lieu de détention, notamment une prison. S'il est dans un hôtel, même s'il mangeait à satiété, mais dès lors qu'il n'est pas dans un lieu officiel de détention, sa détention est arbitraire. Parce que seule la justice peut priver quelqu'un de sa liberté et quand on le fait, il y a un lieu officiel. La Ligue pour les droits et la démocratie en Afrique encourage plutôt les démarches entreprises par le CNRD dans le respect des droits de l'ancien président. Nous avons appris ces derniers temps que lorsque le CNRD a rencontré les dignitaires du RPG, il les a rassurés du meilleur traitement accordé au président Alpha Condé et aussi sa disponibilité à le mettre en résidence surveillée dès que les conditions le permettraient. Cependant, il milite pour sa libération. Pour le moment, du côté du CNRD, c'est silence radio. La priorité semble être ailleurs. Je vous le disais dans le sommaire, après la sentence de la Cour d'appel de Conakry en faveur de l'USTG, dirigée par Abdoulaye Camara, la centrale a reçu mardi la grosse de la Cour d'appel de Conakry, une décision qui reconnaît Abdoulaye Camara comme secrétaire général de cette centrale syndicale. Selon l'avocat de son adversaire Abdoulaye Sow, cette décision de la Cour d'appel est loin d'être exécutoire vu leur requête introduite auprès de la Cour suprême de Conakry. Pour Maître Salif Obiavogui, toutes les parties devraient s'abstenir de toute activité pour le moment. Ali Badra Camara et Abdoulaye Camara pour le reportage. Après 3 ans de lutte, la Cour d'appel de Conakry reconnaît Abdoulaye Camara comme le véritable secrétaire général de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée. Pour appuyer cette décision, une grosse a été délivrée par le greffe de la Cour à la centrale syndicale dont le bureau a été élu à Mamou. Le bureau exécutif national de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée informe les travailleurs et travailleuses de Guinée ainsi que les autorités à tous les niveaux que seul l'USTG dirigé par le général Abdoulaye Camara répond désormais au nom de l'USTG. Selon l'avocat de la centrale syndicale dirigée par Abdoulaye Sow, la Cour d'appel de Conakry a délibéré le verdict à l'absence de son client. Il estime que cette décision est pendante suite à leur recours à la Cour suprême de Conakry. Lorsqu'il s'agit d'un litige portant sur la contestation d'une élection, d'un organe, d'une assemblée, en parenthèse une centrale syndicale, le fait simplement d'écrire à la Cour suprême, de saisir la Cour suprême, pour dire que nous ne sommes pas d'accord sur une décision rendue, soit en première instance ou en appel, toutes les parties doivent freiner, se ressaisir, attendre que la Cour suprême tranche. Pour la centrale pilotée par Abdoulaye Camara, cette décision reste exécutoire jusqu'à la signification de la garantie de la Cour suprême dans le dossier. À ce que je sache, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à l'instant où je vous parle, M. Abdoulaye Camara et son équipe n'ont reçu aucun arrêt de sursis de la part de la Cour suprême, suspendant l'arrêt 468 du 12 octobre. Selon ses conseillers,
L'huissier a signifié la grâce au camarade Abdoulaye Sow pour des fins de libération des locaux de l'USTG dans un délai de 8 jours. Autre sujet dans l'actualité nationale, la place et le rôle des universités dans la transition et post-transition, les impératifs d'une réforme conséquente de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ce thème était au centre d'un débat ce mercredi à la Maison de la Presse. C'est une initiative du collectif des enseignants-chercheurs et chercheurs des universités et instituts de Guinée. On refait le point avec Aminata Massire Bangoura, Ibrahima Souma. Laissé pour compte il y a des années, le collectif des enseignants, chercheurs et chercheurs des universités et instituts de Guinée entend relancer les universités pour qu'elles puissent reprendre leur place d'antan. Ces universitaires veulent notamment jouer leur rôle dans la prise de décisions majeures par les politiques. L'université a des missions à assurer. Donc nous avons décidé vraiment d'apporter notre expertise à l'effort national pour que tous les défis qui se dressent aujourd'hui sur le chemin de notre développement, que l'université joue sa partition pour aider la nation guinéenne à résoudre ces problèmes-là de façon durable. Pour Fahimba Mara, l'un des éléments clés de la réussite de cette transition est l'implication des universités. Alors chacun doit jouer sa partition et c'est pourquoi l'université doit activement jouer sa partition pour aider les autorités de la transition et même au-delà de la transition, les autorités qui vont venir à continuer à régler ces problèmes-là. Cet autre enseignant soutient que la formation des enseignants et chercheurs d'université doit également être l'une des priorités durant cette période transitoire. Le tout premier axe, c'est la formation des enseignants, c'est l'enseignement. Ensuite, la recherche scientifique. Et troisièmement, la contribution, n'est-ce pas, au rayonnement de l'institution, du milieu. À partir de l'instant où c'est nous qui formons les cadres nationaux, il faudra que nous soyons bien formés nous aussi. Les universités et institutions d'enseignement supérieur de Guinée ont besoin de moyens. Les centres de recherche encore plus. Le gouvernement de la transition est attendu sur cette question. Pour 1, le tarif des transports reste inchangé malgré la baisse par la junte au pouvoir des prix des produits pétroliers. Les citoyens exaspérés par cette situation manifestaient ce mercredi. Ils ont érigé des barricades sur la route avant d'être dispersés à coups de gaz lacrymogène par les services de maintien d'ordre. 3 femmes s'y sont évanouies après avoir inhalé du gaz. Zina Bangoura, Ibrahima Souma. Très tôt ce mercredi matin, ces citoyens de Bessia-Port 1 ont investi la rue pour protester contre le tarif exigé sur cette route secondaire. Donc quand c'était venu à 11 000 francs, l'État n'a pas dit que nous allons augmenter les 500 francs. Mais c'est la bonne volonté des citoyens, on a augmenté les 500 francs. C'est devenu à 1500. Lorsque la pompe descend, le carburant est descendu, tout le monde, tous les tronçons sont descendus. Mais jusqu'à présent, ça fait 1 mois, nos femmes, nos mamans en train de souffrir. Port 2 ne peut pas être à 1500 et que Bessia-Port 1 aussi reste à 1500. Les manifestants disent avoir saisi les autorités sur la situation sans succès. Dans la foulée, une femme s'est évanouie après avoir été gazée par les services de maintien d'ordre. Nous préférons qu'on nous tue, mais le prix va descendre à 1000 francs guinéens. Ils disent que c'est Doumbouya qui a dit de payer 1500. Nous attendons donc Doumbouya. L'escadron numéro 2 intervenant sur les lieux a réussi à calmer les manifestants après un entretien avec les responsables du quartier et la circulation a repris son cours normal. D'une manifestation à une autre, les travailleurs de CIMAF ont débrayé ce matin. Ils ont manifesté devant cette usine de production de ciment pour interpeller leurs responsables pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Certains parmi eux travaillent sans aucune prise en charge, disent-ils. Mohamed Valectoré, Amar Alexila. Ils étaient nombreux ce matin, des travailleurs de l'usine de ciment CIMAF, à manifester pour dénoncer leurs conditions de travail. Dans leur mot d'ordre de grève, ils dénoncent la sous-traitance non modérée des responsables de l'usine. Certains parmi ces travailleurs sont payés en fonction du volume de travail,
ceux sans aucun salaire de base. La prise en charge des travailleurs, on n'a aucune prise en charge des travailleurs. En cas de maladie, tu tombes malade, on te dit reste à la maison, tu te soignes même. La famille t'a te soigner. Et si la famille n'a pas les possibilités, tu rends l'arme. Il y a 3 de nos amis qui nous ont quittés. Dans cette usine, ils sont contraints de charger environ 60 000 tonnes pour espérer gagner 1 million de francs. Ils disent avoir marre de vivre cette situation qui perdure. Si la société CIMAF veut travailler avec nous, voici les conditions que nous avons posées. La première condition, nous voulons un contrat de travail à une durée déterminée. Tout le monde est unanime, non? Oui. La deuxième condition, un salaire de base à 3 millions par personne. Je dis un salaire de base. Aucun travail ne doit travailler si tu n'as pas un salaire de 3 millions. Moins de 3 millions, on ne travaille pas. Vous êtes d'accord, non? Oui. La troisième condition, accès à la cantine. Aucun travail ne doit travailler sans rien manger. Tu viens le matin, tu prends ton petit déjeuner, tu montes dans le camion, tu travailles un peu partout. Toutes les expéditions, toutes les parties, tous les départements existants dans ce sud, tu dois manger. Tu dois avoir l'accès aux cantines. Aucune différence entre embaucher et travailler. On est tous des travailleurs à CIMAF. Je me fais comprendre, non? Oui. Le directeur de la société de sous-traitance Global Prestin, qui a signé un contrat avec l'usine de ciment, est déjà informé de l'intention de ses travailleurs. Certains responsables présents à l'usine ont tenté d'en savoir de plus sur les causes du débrayage, mais ils n'ont pas voulu se prêter à nos questions. Je vous le disais dans le sommaire, allons-nous vers une réconciliation entre les populations de Kendoumaïa et les moines de la localité. En tout cas, la communauté villageoise de Kendoumaïa salue la démarche de l'Église catholique de Guinée qui demande à toutes les parties de gêner et de prier afin que le conflit soit définitivement résolu. Certains, par contre, ont émis des inquiétudes sur la durée de cette réconciliation. Ils ont à leur tour proposé d'autres pistes de solutions. André Bossier Minimono, Ibrahima Souli Kamara. Nous proposons donc à cette fin, une journée de jeûne et de prière à Kendoumaïa. Si la démarche de l'Église catholique est accueillie à bras ouverts par les populations de Kendoumaïa, certains par contre émettent des doutes. Si les moines et la population de Kendoumaïa se comprennent, tu vois que la solution, c'est une des solutions. Maintenant, dans le cas contraire où cette solution n'est pas durable, maintenant on peut tenter, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il faut que l'administration, l'autorité administrative se lève de nouveau pour essayer de trancher cette affaire-là. Ce natif de Kendoumaïa, lui, trouve également cette proposition salutaire. Il n'a cependant pas manqué de pointer du doigt les autorités locales qu'il accuse d'avoir pris parti. L'autorité inclinée sur nous. Lorsque nous avons conduit le prêtre qui a tiré sur nous à la gendarmerie, il a été aussitôt libéré devant nous. Si c'était l'un de nous qui avait commis cette infraction, la personne serait en ce moment en train d'être jugée. Ce vieil homme âgé de plus de 100 ans était là au moment de l'acquisition du domaine de Kendoumaïa. Pour enterrer la hache de guerre entre les deux parties, il propose autre chose. Toutes les promesses que les moines ont prises, qu'ils les réalisent, au cas contraire, qu'ils cèdent une partie du domaine pour que ces derniers puissent y mêler leurs activités. Les deux parties en conflit, chacune de son côté avec l'implication de l'État, espèrent un dénouement heureux de la situation dans un proche avenir. À l'occasion de la rentrée des classes 2021-2022, la fondation du groupe scolaire privé Elhadj Ibrahim Bari de Pita a fait une journée porte ouverte sur son établissement. L'infrastructure est imposante et comprend une partie préuniversitaire et une autre pour l'enseignement professionnel. L'encadrement se fait avec des acteurs de l'éducation reconnus et les apprenants très motivés. C'est un public reportage d'Alpha Ousmane Ba, Mokhtar Diallo et Alaï Disso. Tout est parti avec un petit effectif il y a 7 ans. Aujourd'hui, le cycle scolaire est presque au complet. À côté, l'école professionnelle de santé et le centre informatique ont également été créés. Aujourd'hui, le primaire compte 650 élèves, le collège 500 élèves et le lycée qui a été créé cette année. Il y a une maternelle de 250 élèves et une garderie de 10 enfants. Dans cet établissement, l'investissement parle d'elle-même en termes de normes. Les parents d'élèves réunis en association servent d'interface
pour une meilleure collaboration entre la fondation des groupes scolaires Elhadji Ibrahima Bary et l'équipe d'encadrement. Au-delà des parents, élèves et apprenants sont satisfaits des cours donnés et l'encadrement au groupe scolaire Elhadji Ibrahima Bary. Nous étudions bien, nous avons de très bons professeurs et nous avons un fondateur qui fait de son mieux pour nous rendre heureux. On étudie, on nous montre des choses et puis j'apprends beaucoup de choses ici. Si on n'a pas compris une leçon, on vient, on se montre, je lui demande si lui il a compris ça, lui aussi il me demande s'il a compris. Après on s'échange les mots quoi. Les résultats de fin d'année au compte de la session 2000-2021 ont été une réussite satisfaisante qui a honoré tout le corps professoral, fruit d'un travail ardu pendant l'année scolaire. Classe intermédiaire, on a quel pourcentage? 79%. Maintenant, au brevet, nos premiers candidats, on avait combien de candidats? 76 candidats. Combien ont réussi? 53. Quel pourcentage? 70%. Ça a été pour nous un honneur. Si on se compare au niveau national, qui est 35%, à EIB, on est à combien? À 70%. Donc le double. Ça a été pour nous un honneur. Et mieux que ça encore, celui qui dit la région est notre école. Cette année, les encadrés de l'école Elhadji Ibrahima Bary comptent rehausser le taux d'admission aux différents examens nationaux. D'autres projets d'innovation sont également en cours d'instauration au groupe scolaire Elhadji Ibrahima Bary de Pita. C'est la fin de ce journal coordonné par Mamadou Saliouba. Il a été dirigé à la régie par Lamine Sidibé Aboubakar Foté Souma. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Espace TV. Au revoir.